Amadouba a donné l'information lors de son passage à l'Assemblée nationale. Ouakam dispose d'une nouvelle maternité, une structure de dernière génération construite et équipée par des partenaires comme les éléments français du Sénégal. L'accouchement sera gratuit pour toutes les femmes. Et puis dans les préparatifs de la campagne pour les législatives, le tirage au sort de l'ordre de passage des listes et coalitions a été fait. Cela concerne le journal de la campagne et la RTS se mobilise pour relever le défi de la couverture. Mais tout d'abord, sachez que le président de la République a présenté cet après-midi ses condoléances à l'ancien président Abdou Diouf. C'est suite au décès de Habib Thiam, grand ami de l'ancien chef de l'État. Très touché par ce geste, Abdou Diouf a marqué toute sa gratitude au président Macky Sall pour les honneurs qu'il a rendus à l'ancien Premier ministre. C'est un reportage de Oumar Ning. Comme toujours, le président Abdou Diouf et madame accueillent le président Macky Sall dans une ambiance cordiale. Mais cette fois, la circonstance est douloureuse. L'ancien président de la République reçoit les condoléances du chef de l'État suite au décès de son ami et ancien Premier ministre Habib Thiam. Le Sénégal tout entier connaît les relations personnelles particulières qui l'ont lié au président Abdou Diouf. J'ai pu échanger avec lui immédiatement. Et il m'a fait savoir qu'il se rendrait au Sénégal très prochainement en compagnie de Mme Elisabeth Diouf pour venir apporter ses condoléances à la famille du disparu Markel Dey. Donc, après la levée du corps, il était dans mon devoir de venir lui présenter personnellement mes condoléances à la suite de la disparition du Premier ministre Habib Thiam, que j'ai connu aussi tardivement, certes, mais pour qui aussi j'ai eu un plus grand respect et une grande considération, et pour qui j'avais de l'estime. Et comme le président Diouf était son meilleur ami, je suis venu lui présenter les condoléances au nom de toute la nation sénégalaise, en mon nom personnel, au nom aussi de mon épouse. Très sensible au geste du président de la République, le président Diouf l'a vivement remercié pour avoir rendu à Habib Thiam tous les honneurs dus à son rang. C'est un très beau geste dans la tradition de notre pays, le Sénégal, dans la tradition aussi des États qui sont fondés sur des valeurs, des vertus, des principes. Et le président Macky Sall incarne au plus haut point ces qualités de générosité, d'intelligence, de respect. Le geste qu'il vient de faire, même au plus haut point, dès qu'il a appris la nouvelle du décès de mon ami Habib Thiam, mon frère et ami, il m'a téléphoné le matin même pour me présenter ses condoléances. Et ce qui est le plus important, c'est qu'il a rendu à Habib Thiam tous les honneurs dus à son rang et même au-delà. Et ça, c'est très important. Vous savez, dans le monde où nous vivons, de plus en plus, la notion de respect disparaît dans certaines zones, même à des niveaux très élevés. Alors, je suis heureux de voir que le président Macky Sall continue à cultiver le respect dû à son peuple, le respect dû à sa fonction, le respect dû aux individus, quels qu'ils soient, le respect dû au service de l'État, à ceux qui ont servi l'État et qui l'ont bien servi. En faisant un témoignage sur l'illustre disparu, le président Diouf a marqué au président Macky Sall toute sa gratitude pour l'assistance qu'il a apportée au Premier ministre Habib Thiam. Habib Thiam, c'était vraiment un peu mon grand frère, mais surtout mon ami. Et il a été 2 fois Premier ministre avec moi, 83-84, de 91 à 97. Et il a toujours fait un excellent travail. Et je sais que le président Macky Sall
malgré la lourdeur de ses charges, a pris le temps d'aller la nuit rendre visite à Habib Thiam chez lui. Et c'était très bien, parce qu'à ce moment-là, nous étions tous inquiets. Et ces jours-là, c'est comme si le président Macky Sall avait donné une nouvelle vie au Premier ministre Habib Thiam, parce qu'il était rayonnant, musclé. Et le lendemain, il m'a parlé de cet entretien avec beaucoup d'énergie, beaucoup de ferveur. Et voilà, je ne peux encore une fois qu'exprimer ma gratitude en mon nom personnel, au nom de mon épouse, à Monsieur le Président de la République et Madame Sall, pour tout ce qu'ils font pour les Sénégalais, pour le Sénégal, pour l'Afrique et pour le monde, comme je l'ai répété à l'UNESCO récemment. Dans l'entretien qu'ils ont eu, les présidents Macky Sall et Abdou Diouf ont partagé des réflexions sur le Sénégal, l'Afrique et le monde. Comme il est d'usage, le chef de l'État a loué la grande sagesse de son prédécesseur, là où l'ancien chef d'État a apprécié les hautes qualités d'homme d'État du président Macky Sall. Les condoléances du chef de l'État au président Abdou Diouf après la disparition de son ancien Premier ministre Habib Thiam. Le président Macky Sall, qui a également reçu Georges Weah, l'ancienne star du football et candidat à la présidentielle libérienne d'octobre prochain. Il est venu consulter le chef de l'État dans ce cadre. Et Georges Weah s'est dit content de cet entretien avec le chef de l'État qui va dans le sens d'un processus électoral apaisé. Il est au micro d'Omar Nying. C'est un grand plaisir pour être là au Sénégal, à Dakar surtout, et pour faire cette visite honorable Son Excellence, M. Macky Sall. Je suis un candidat et c'est mon responsabilité pour aller voir le chef d'État pour demander le process qui arrive dans 4 mois, en octobre, notre élection. Tout on demande, c'est pour encourager tout le monde pour faire un process très transparent et pour laisser la démocratie pour l'intérêt des hommes chez nous. Et surtout, c'est un grand frère aussi qui j'ai beaucoup de respect et pour le saluer aussi. C'est toujours bien avec lui. Je suis très content. C'est un président qui veut voir l'Afrique qui progresse. Et je crois à partir de là, il faut l'écouter parce qu'il est très important dans la région de CEDEAO. Autant je suis même de CEDEAO et je crois qu'il faut écouter tous nos leaders dans CEDEAO. Et avant le procès, ça commence. Je suis très content. Le président de la République a reçu le président de la commission de l'UEMOA, Abdallah Bourema, est venu exprimer sa gratitude au président Sall pour sa contribution à son élection. L'occasion a été saisie pour recueillir les avis et orientations du chef de l'État sur l'avenir de l'Union. Abdallah Bourema est toujours au micro de Omar Nying. Mon entretien avec le président de la République a porté principalement sur 3 points. Premièrement, j'ai tenu à venir exprimer à Monsieur le Président de la République, au nom du Collège des commissaires et au mien propre, notre profonde gratitude pour la confiance placée en nous nommant commissaires au titre de nos États respectifs. Nous en sommes honorés et me concernant particulièrement, j'ai tenu à exprimer au chef de l'État ma reconnaissance pour la confiance qu'il a bien voulu partager avec son frère et ami le président Issouf Mahamadou de la République du Niger, qui m'a fait l'honneur de proposer ma candidature au poste de président de la commission, candidature qui a été validée le 10 avril 2017 à Abidjan. Le second point, effectivement, j'ai confirmé au chef de l'État que nous avons prêté serment le 9 mai 2017 devant la Cour de justice de l'Union. Nous avons immédiatement pris fonction. Nous avons expliqué au personnel les objectifs visés par la conférence des chefs d'État et de gouvernement, expliqué également les objectifs de la rationalisation au niveau de l'Union
qui est tout à fait un processus naturel pour une institution qui a 25 ans d'âge. Enfin, le troisième point, en ce début de notre mandat, nous avons souhaité recueillir les conseils avisés et la vision du chef de l'État sur l'avenir de l'Union, sur les grands chantiers de l'Union, sur les objectifs à atteindre au cours de notre mandat. Et je ne vous le cache pas, nous avons été bien servis au niveau de ces conseils et au niveau de l'orientation, des différentes orientations de l'Union pour le mandat que nous démarrons depuis mai 2017. Parmi les objectifs dont parle le président de la commission de l'UEMOA, il y a l'accélération du rythme de progression économique dans l'espace UEMOA pour plus de perspectives pour les États membres et leur population. C'est l'une des pistes que le Conseil des ministres de l'Union entend explorer dans les jours et mois à venir. Position réaffirmée lors de la deuxième session 2017 tenue ce vendredi à Dakar. Mamadou Samambo. C'est une vingtaine de points au total que le Conseil des ministres de l'UEMOA examine ici à BCEAO siège à Dakar. Deuxième session 2017 qui se tient dans un contexte économique mondial encourageant et l'UEMOA s'illustre par une performance au-dessus de la moyenne internationale. Les perspectives de croissance de l'économie au niveau mondial devrait s'accélérer favorablement en passant de 3,1% en 2016 à 3,5% en 2017, puis 3,6% en 2018, avec une reprise de l'investissement, de l'industrie manufacturière et du commerce. Pour sa part, l'activité économique de l'Union a enregistré un taux de croissance de 6,7% en 2016, après 6,3% en 2015. Dans l'ensemble, l'activité a bénéficié d'une bonne tenue du secteur primaire, d'un dynamisme des BTP et d'un maintien des performances au niveau des transports et des communications. Fort de ce constat, le Conseil des ministres entend décider des mesures appropriées visant la consolidation des acquis et l'accélération du rythme de la progression de l'activité économique dans les États membres de l'Union. S'agissant des mécanismes et organes régionaux comme la BCEAO, la BOAD et la Commission, le Conseil entend, entre autres, examiner conformément aux dispositions du traité de l'Union le rapport semestriel d'exécution de la surveillance multilatérale au mois de juin 2017, qui procède d'une part à l'évaluation des performances économiques et financières des États membres de l'Union en 2016 et d'autre part de l'état de la convergence nominale au titre de la même année. Par ailleurs, la Banque centrale communiquera aussi des informations sur la balance des paiements et la position extérieure globale de l'UEMOA au titre de l'année 2015. Elle informera enfin sur l'état d'avancement du projet de promotion des bureaux d'information sur le crédit dans l'UEMOA. L'échelonnement de la dette de la Guinée-Bissau, le programme d'harmonisation des enquêtes sur les conditions de vie des ménages dans l'espace UEMOA et la situation du marché financier régional sont aussi passés au crible. Les conclusions sont attendues dans les prochaines heures. Je vous l'annonçais dans les titres, 3 700 milliards ou plus, c'est l'enveloppe prévue pour le budget de l'année 2018. Annonce faite par le ministre de l'économie et des finances, c'était hier lors d'une session ordinaire unique pour l'occasion. 2 lois ont été votées à l'unanimité par les députés. La loi de règlement ainsi que la loi d'orientation budgétaire, des lois qui renforcent le pouvoir des parlementaires et relatifs au contrôle de l'exécutif. Ibrahim Ndong. 2 lois synonymes d'une avancée démocratique de transparence des finances publiques. La loi de règlement et celle relative au débat d'orientation budgétaire. Pour la deuxième, elle a été adoptée en Conseil des ministres du 14 juin 2017. L'objectif pour le gouvernement est de faire de ce document le référentiel en finances publiques pour la période de 2018 à 2020. Le document d'orientation budgétaire qui vous a été soumis va consolider les bases de la croissance. Nous projetons une croissance de 7% en 2018. Et le Sénégal va être en ligne par rapport aux engagements qui ont été pris en 2014. Il faut noter qu'en 2014, lorsque le président Macky Sall a lancé le plan Sénégal émergent,
Dans cette assemblée, on avait beaucoup discuté. Beaucoup d'entre nous n'y croyaient pas. Aujourd'hui, les réalisations dans le cadre du plan sénégalais émergent sont perceptibles dans plusieurs domaines. À cela s'ajoutent de nouveaux programmes d'accélération au profit des couches les plus vulnérables. Je pense au PUDC, qui permet de rééquilibrer davantage le pays. Nous pensons au PUMA, qui permet de gérer et de mieux administrer nos régions frontalières. Les députés se sont aussi penchés sur un autre projet de loi, la loi des règlements, une disposition révolutionnaire qui permet aux élus du peuple de pouvoir contrôler l'activité gouvernementale. Bon, pour la première fois dans l'histoire du pays et dans l'UEMOA d'ailleurs, fait adopter en Conseil des ministres le projet de loi de règlement de 2016, ce qui va permettre à la prochaine législature en même temps qu'on va adopter la loi de finances de l'année à venir, on fera quand même la situation et on se penchera sur l'utilisation des ressources. Je pense que c'est là extrêmement important de savoir quelles sont les autorisations que vous nous aviez données et qu'est-ce qui a été fait de ces autorisations. Je pense que cela est extrêmement important. Devant les parlementaires, le ministre de l'économie et des finances est revenu sur les prévisions du budget de 2018. 3 700 milliards ou plus, c'est l'enveloppe prévue pour l'année à venir. Après cette tour d'horloge, les deux projets de loi ont été votés à l'unanimité. Les législatives 2017, le CNRA et la RTS ont fini de procéder au tirage au sort de l'ordre de passage des listes des coalitions dans les journaux de la campagne. 2 minutes sont réservées aux listes chaque jour pour mener une propagande auprès des populations cibles. La RTS se mobilise pour relever le défi de la couverture. Maman Moussania. La diffusion de la première tranche regroupera 24 listes. Elle est prévue de 18h30 à 19h45. La deuxième tranche, elle, va rassembler 23 listes. Elles occuperont l'antenne de 21h à 22h15. Ainsi, pour permettre à toutes les listes de passer sur les deux tranches horaires de diffusion, il est opéré après tirage un classement par groupe de 8 listes, excepté le dernier composé seulement de 7 listes. Pour la suite des diffusions, il est opéré un glissement par groupe suivant une permutation circulaire dans le sens des aiguilles d'une montre. À l'intérieur d'un même groupe, il est également opéré une rotation par permutation circulaire, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans les services de la RTS, un studio est disponible déjà pour les enregistrements, un panneau neutre en arrière-plan pour l'affichage éventuel dimanche en arrière-support papier ou l'exposition de Kakemuno, un mur dimanche en arrière-plan pour la diffusion dimanche support numérique au format MPG4. Le premier enregistrement est prévu le vendredi 7 juillet. Chaque liste dispose de 30 minutes pour parfaire son enregistrement. Sur le terrain, pour respecter l'égalité de traitement, la RTS a mis à la disposition de chaque liste du bloc 1, par exemple, durant les 5 premiers jours, une équipe. Pendant ce temps, le bloc 2 enregistre en studio à Dakar et ailleurs dans le Sénégal, dans les studios des stations régionales de la RTS. Les 5 jours suivants, le bloc 2 bénéficie d'équipes de reportage et le bloc 1 enregistre en studio. Ces élections constituent ainsi pour la RTS un défi à relever. Malgré le nombre de listes, 47 au total, la RTS se dit apte et prête à assurer les reportages et enregistrements partout où le besoin se fera sentir. Au Sénégal, ailleurs dans les autres départements de la diaspora où le vote est prévu. Déjà, les équipes sont en place, le dispositif également pour faire face, comme à l'accoutumée, lors de grands événements. Pour un respect de l'agenda de reportage et d'enregistrement, les plannings de campagne de toutes les listes sont attendus à la RTS avant le 6 juillet. Dans le reste de l'actualité, Ouakam vient de réceptionner une nouvelle maternité. Elle a été construite et équipée par un groupe de partenaires dont les éléments français au Sénégal. Une maternité de dernière génération qui va offrir gratuitement l'accouchement à toutes les femmes. La cérémonie de réception a été présidée par le Premier ministre. C'était en présence des autorités locales et coutumières Youssouf Kaba. Une ambiance de fête, une ambiance à la tradition wakamoise pour accueillir le Premier ministre, mais aussi pour accueillir ce joyau. La maternité Annette Mbaye d'Arnéville, c'est désormais le nom qu'elle porte. Une maternité de dernière génération appelée à satisfaire les besoins des femmes et des jeunes de la localité en soins de qualité. L'honneur ne s'achète pas. L'honneur ne se vend pas. Et quand quelqu'un vous l'offre, vous
Ce cadeau que l'on me fait, je le restitue aux femmes de Ouakam. Chaque fois que vous verrez mon nom, de chacune d'entre vous, et je dis aux dames qui sont par là, de chacune d'entre vous, sache que c'est son nom. Cette belle maternité ne saurait trouver meilleure marraine que notre respectée tante, Madame Annette Mbaye d'Erneville, ici présente. Tata Annette, la décision de donner votre nom à cet établissement au service des enfants et des femmes n'est ni un hasard, ni un choix fortuit. En effet, vous avez toujours été à l'avant-garde de tous les combats pour la dignité, la justice sociale et le bien-être des femmes et des enfants. Choix ne pouvait être plus judicieux pour baptiser cette belle œuvre de la coopération entre le Sénégal et la France. La structure a été réalisée grâce au concours de plusieurs bonnes volontés, dont les éléments français au Sénégal, voisins des populations de Ouakam. Cette initiative magnifiée par le Premier ministre, qui salue également la mesure de gratuité des accouchements au niveau de cette maternité. 50 partenaires qui ont participé à la rénovation et la construction de la maternité de Ouakam. Cette situation m'honore et me permet de magnifier les actes louables posés par les éléments français au Sénégal. Mention spéciale alors aux éléments français du Sénégal qui ont conçu et réalisé ce projet en accord avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Les collègues partenaires, les 50 et moi-même, les remercions. Aujourd'hui, les populations de Ouakam disposent d'un joyau comprenant une maternité, un service pédiatrique et une école d'application pour sages-femmes de premier choix. Construit sur une superficie de 800 mètres carrés, pour un coût de 420 millions de francs CFA. Ce complexe médical Annette Mbaye d'Erneville, composé de 2 niveaux, de 4 salles de préparation et d'accouchement, de 5 chambres autonomes, de 15 lits et de 15 berceaux, d'un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite, permet d'offrir aux populations un plateau technique de qualité. Ce geste d'une grande humanité à l'actif des éléments français au Sénégal ne saurait nous surprendre. Cette maternité vient renforcer l'offre de soins à Dakar et au Sénégal en général. Elle renforce également le plateau technique médical que l'on veut inclusif, dira le Premier ministre. Le lien entre dérèglement climatique et l'émergence de certaines maladies est bien établi. C'est la réflexion qui a dominé les débats qui marquent la célébration de la journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique organisée par l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Cette journée a été aussi l'occasion de primer les meilleures thèses des écoles doctorales au Moubalé. L'impact des facteurs environnementaux sur la santé est de plus en plus reconnu. C'est pourquoi l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal a axé sa réflexion sur ce lien en célébrant la journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique. En développant le thème santé, environnement et changement climatique, les membres de la NSTS se sont appesantis sur l'émergence de certaines maladies liées au dérèglement climatique qui touchent les humains et les animaux. Car vous le savez, beaucoup de maladies, beaucoup d'épidémies, pour ne pas dire de pandémies, ont de plus en plus une origine animale. C'est-à-dire que ce qui porte la maladie, c'est un animal. Nous avons eu récemment la maladie Ebola. Il y a la fièvre de la vallée du Rift. Et il y a beaucoup d'autres maladies qui sont plus courantes même, qu'on les oublie, qui sont un lien fort entre l'homme, l'animal et le climat. Et c'est ce qui fait qu'il est important de comprendre ce processus. Le débat sur le lien entre santé globale et environnement démontre le rôle de sentinelle que les scientifiques peuvent jouer. Cette année, comme les années précédentes, l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal choisit toujours un thème important qui par la suite a des prolongements importants. Cette journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique a été aussi l'occasion de primer les meilleures thèses des écoles doctorales
une façon de promouvoir l'excellence et le développement de la culture scientifique qui est l'un des objectifs de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Bientôt la parution de 7 manuels scientifiques pour les établissements d'enseignement supérieur. Le projet de rédaction et d'édition a été lancé ce matin. Une cérémonie jumelée avec la signature d'un accord cadre entre les ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche du Sénégal et du Soudan. Louis-Philippe Sagna. Acte symbolique, synonyme d'une nouvelle ère. Le Sénégal et le Soudan du Sud veulent renforcer leur coopération universitaire. C'est une signature historique, un partenariat qui sera fructueux. Nous souhaiterions que nos étudiants soient accueillis dans ce pays qui est un modèle de paix et de stabilité. Nous sommes également disposés à rendre la monnaie. Ce qui est plausible, c'est la volonté commune de travailler ensemble et la volonté de l'enseignement supérieur et du gouvernement du Sud-Soudan d'envoyer des étudiants au Sénégal. Et nous leur avons dit, nous allons mettre toutes les facilités pour permettre à ces étudiants de venir étudier au Sénégal. Ils ont eu à le dire, c'est un pays qui est riche, mais ils ont beaucoup apprécié une chose que nous avons ici, c'est la paix. Des signatures de contrats ont suivi cet accord cadre. Il est question de rédiger et de publier des manuels pour promouvoir les sciences. Monsieur le ministre, tout en décriant l'absence de manuels pédagogiques pour le cycle universitaire, vous aviez à cette occasion insisté sur l'importance d'avoir des manuels pédagogiques de qualité et conformes au programme d'enseignement dans nos universités. Ainsi, pour mener à bien ce projet et conformément à vos instructions, un appel à candidature a été lancé. 4 équipes ont postulé pour les 4 disciplines ciblées, à savoir les mathématiques, la physique, la chimie et l'informatique. 4 ouvrages de mathématiques et 3 de chimie. Les détails fournis par les chefs d'équipe de rédaction ont rassuré la tutelle et l'éditeur. Nous saisissons ensemble cette opportunité pour prouver à la face du monde, si besoin en était, que nous aussi avons les capacités de théoriser notre enseignement supérieur, mais aussi de rédiger et éditer les manuels destinés à nos étudiants. C'est une source de fierté, une source de confiance en soi, une source aussi de motivation pour une étudiante et un étudiant d'étudier avec un manuel rédigé par ses propres enseignants. Pour l'heure, c'est la première année d'études supérieures qui est concernée. En septembre prochain, un deuxième appel d'offres sera lancé pour d'autres niveaux. L'objectif à terme est de donner aux étudiants des outils pédagogiques de qualité et peu coûteux. Le concours général 2017, le lycée Limamoulaye de Guédiawaye est classé premier. Il est suivi par le Prytanée militaire de Saint-Louis qui présente d'ailleurs le meilleur élève du concours général. Le ministre de l'Éducation nationale a publié jeudi la liste des lauréats à la presse. Ils seront fêtés, ces lauréats, le 20 juillet prochain au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio et ce sera devant leur marraine Aminata Sofal. Papa Kolingom. Lycée Limamoulaye de Guédiawaye, Prytanée militaire de Saint-Louis, maison d'éducation Mariamaba, voilà le tiercé gagnant du concours général édition 2017. Ces 3 établissements confirment leur statut de favori dans cette prestigieuse compétition scolaire. Classe de première et de terminale réunies. Sami Davis, Yann Obanja, série L2, il a totalisé 12 points. Il est élève au Prytanée militaire Charles Thioréré de Saint-Louis pour le cumul enseignement général et technique. Premier, lycée Seydina Limamoulaye de Guédiawaye avec 21 distinctions qui valent 53,25 points. Cette année, le concours général a connu une nette évolution aussi bien du point de vue des nombres des lauréats que celui des distinctions. 2564 candidats en 2016. 2725 ont effectivement composé. Nombre de distinctions décernées 148 contre 126 en 2016. Nombre de lauréats 137, dont 65 filles
et 72 garçons. Interpellé sur les supposés être fuite ou fraude au baccalauréat, le ministre de l'Éducation nationale clarifie et rassure. L'édition 2017 du concours général s'est globalement déroulée dans de bonnes conditions et l'organisation a été satisfaisante. Même si, il faut le rappeler, des soupçons de fuite non avérés après enquête ont pesé sur un des sujets de l'épreuve de mathématiques. L'édition 2017 du concours général a vu la montée en puissance de nouveaux établissements privés. Le ministre de l'Éducation nationale a salué les performances de ces écoles et les a invités à persévérer. Cette année, la fête aura comme marraine l'écrivaine sénégalaise Aminata Sow Fall. Mettre en place un dispositif pour améliorer le statut des facilitateurs en alphabétisation, c'est l'objet d'un atelier de 2 jours tenu au Centre national des ressources éducationnelles. La rencontre présidée par le secrétaire d'État à l'alphabétisation vise à renforcer les enseignants en apprentissage des langues, en langue nationale plutôt. Aminata Faye Diaw. Cet atelier a réuni les autorités académiques et acteurs du projet de validation des acquis de l'expérience VAE. Ceci pour la présentation et la validation des guides et manuels conçus dans ce sens. Il me plaît aujourd'hui de citer les résultats clés du programme de renforcement des capacités pour l'alphabétisation au Sénégal, dit CAP-ED, lancé depuis 2012 et qui a permis de rendre effective la formation des enseignants polyvalents, préscolaires, élémentaire et alphabétisation, et d'élaborer le modèle harmonisé de l'enseignement bilingue au Sénégal. Fort de ces résultats qui ont permis d'accélérer, d'améliorer la qualité de l'EBJA, les défis majeurs restent à être relevés pour la professionnalisation du métier de facilitateur. Pour cette 3e phase du projet, le statut du facilitateur en alphabétisation figure parmi les priorités. Vous avez les facilitateurs en alphabétisation qui exercent le métier d'alphabétiseur depuis des années, parfois des dizaines, 10, 15, voire 20 ans, et qui n'ont aucun statut. Alors grâce à ce nouveau projet, ils auront un statut et leur expérience sera validée dans le cadre de ce projet. À travers cette 3e phase du projet, un pas de plus vers la promotion des langues nationales et de l'atteinte des objectifs de développement durable est franchi. Je crois qu'il est important qu'on parle nos langues. Cheikh Anta Diop l'avait dit, aucun pays ne peut se développer sans ses langues nationales. Donc il urge aujourd'hui de prendre correctement en charge ces langues nationales-là. Je crois que c'est très important. Et la volonté politique est là, parce que le président Macky Sall quand même a tenu à ce que nos langues nationales, qu'on puisse correctement, véritablement les prendre en charge. Pendant 2 jours, les parties prenantes du projet VAE vont s'épancher sur le contenu des manuels et guides à valider. Après la validation de ces documents, d'autres rencontres vont se tenir pour élaborer les stratégies et conditions de revalorisation du métier de facilitateur. Cet atelier visait donc à renforcer les enseignements apprentissage des langues nationales. La conférence de presse de la direction de l'information et des relations publiques des armées, les réformes sur le mode de recrutement 2018 étaient à l'ordre du jour. Désormais, le recrutement se fera au même moment et sur toute l'étendue du territoire national. Les volontaires devront au préalable s'inscrire. Ce sera 2 mois avant la date du recrutement. François Sec. Le mode de recrutement dans l'armée va connaître des réformes en 2018. Il se fera en 2 phases et sera simultané et décentralisé. Dans toutes les parties régionales, le recrutement se fera au même moment pour éviter justement ces flux migratoires des volontaires qui vont suivre les promotions. Ça nous permet également de réduire sensiblement la durée de l'opération. On va passer de 45 jours de recrutement à environ 3 semaines à 4 semaines, donc maximum 1 mois pour toute l'opération de recrutement. Cette simultanéité des opérations nous permettra d'assurer une meilleure sécurité. Face à la presse, les autorités de la DIRPA sont revenues sur les innovations. 16 centres devront accueillir les candidats, dont 3 dans la région de Dakar, Guédiawaye, Rufisque et Ouakam. Au niveau de toutes les cartes régionales, il y aura un centre
de recrutement qui sera déployé, à l'exception de Dakar, qui aura 300. Pour la simple raison qu'à Dakar, il y a un fort taux de volontaires potentiellement engageables dans les armées. Cela permet d'effectuer un recrutement national auprès des populations avec des commissions fixes sous la responsabilité territoriale des commandants de zone. Une inscription préalable est obligatoire pour tout candidat. La période d'inscription s'étale du 10 juillet au 31 août 2017. Cela nous permet d'une part de disposer des listes préétablies de tous les volontaires potentiellement recrutables dans l'armée. Cela permettra d'éviter le moment de recrutement qu'il y ait un rush, qu'il y ait des concentrations de volontaires et qu'il y ait des incidences qui s'en suivent. Les jeunes Sénégalais âgés de 18 ans peuvent faire acte de candidature. Ils devront déposer leur dossier à la brigade de gendarmerie territoriale ou au bureau de garnison des zones militaires. L'actualité internationale nous mène ce soir en France, au Mali et en Côte d'Ivoire avec la fin de la mission de l'ONUCI, récit de Fatou Sakho. L'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire a pris fin ce 30 juin après 13 ans. Les casques bleus sont présents sur le sol ivoirien depuis 2004 après la tentative de coup d'État contre Gbagbo qui avait divisé le pays en deux. Leur intervention a aidé au désarmement et à la réunification du pays. Au nombre de 11 792, ils ont entamé le processus en 2016 sur résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au même moment, au Mali, la MINUSMA est reconduite pour 1 an avec un mandat renforcé. La mission a pour mandat essentiel la mise en œuvre des accords de paix. Elle devra aussi maintenant appuyer les forces maliennes et la nouvelle force anti-djihadiste du G5 Sahel. Les effectifs de 13 000 casques bleus et 1920 policiers restent inchangés. La présidente du Front National, Marine Le Pen, mise en examen ce vendredi. Elle est inculpée dans le cadre de l'enquête sur les assistants parlementaires d'eurodéputés de sa formation. Selon son avocat, elle est mise en examen pour abus de confiance en sa qualité de députée européenne courant 2009-2016 pour utilisation des fonds de Parlement européen. Simone Veil n'est plus la première femme ministre d'État dans un gouvernement en France et décédée à l'âge de 89 ans. Survivante des camps de concentration nazis, elle est devenue un haut fonctionnaire avec un parcours politique prestigieux. Elle aura marqué les esprits par son engagement pour la liberté des femmes. En 1975, alors qu'elle était ministre de la Santé, elle a fait voter la loi légalisant l'avortement, une action qui a fait de cette académicienne qui n'avait pas peur des défis et de l'adversité une légende. Elle sera inhumée le mercredi. La cérémonie des obsèques sera présidée par Emmanuel Macron aux Invalides. 10 ans après sa disparition, le 9 juin 2017, sa mémoire a été revisitée. Un hommage a été rendu à Sembène Ousmane, le père du cinéma africain. La fondation Konrad Adenauer pour se faire a projeté une des illustres productions de l'homme à la pipe, Le Mandat. La structure allemande veut amener la jeunesse à comprendre la société et ses enjeux. Jeanne Dior. L'ombre de Sembène Ousmane plane dans cet espace transformé en salle de cinéma le temps d'une projection d'un film, Le Mandat. Un bout de papier avec un cachet de 25 000 francs secoue une famille et voisin d'un quartier. Ibrahima Djan, qui a reçu une lettre de son neveu balayeur de rue à Paris avec un mandat de 25 000, finira par montrer le reflet d'une société où la malhonnêteté et l'hypocrisie caractérisent certains individus. Le 10e anniversaire de la disparition de celui qui est considéré comme le père du cinéma africain a encore réuni des cinéphiles. Sembène, c'est le monument du film sénégalais et africain. Et comme il est décédé le 9 juin 2007, donc il y a 10 ans, nous avons tenu à lui rendre hommage avec le film Le Mandat, qui est un classique du cinéma sénégalais, du cinéma africain. Dans cette dimension, on peut dire que Sembène, comme Djibi Diop, Bameti aussi, ont été vraiment des visionnaires
par rapport à l'état de marche de nos sociétés actuelles. Le cinéma participe à l'éveil des consciences et l'anniversaire de Sembène Ousmane donne encore l'occasion à la Fondation Konrad Adenauer d'apporter sa contribution. Le cinéma est un outil pédagogique. Parce qu'au-delà de la vision, au-delà de tout ce que l'on peut imaginer, mais le cinéma est un outil d'éducation. Et aujourd'hui, je ne parle même plus du public lambda qui arrive, mais même nos élèves, nos lycéens, nos étudiants doivent avoir l'outil cinématographique. Sorti en 1968, ce film a reçu à la même date le prix de la critique internationale à la Mostra de Venise. Après 90 minutes de concentration, ces étudiants et jeunes professionnels échangent sur les réalités de la société africaine et sénégalaise en particulier. Alors, Sembène Ousmane, disparu le 9 juin 2007, immense cinéaste et écrivain. Son œuvre inspire encore des générations. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Abasso sera sur ce plateau pour le dernier journal. Passez de bons moments sur la RTS. Puis 3,6% en 2018, avec une reprise de l'investissement, de l'industrie manufacturière et du commerce. Pour sa part, l'activité économique de l'Union a enregistré un taux de croissance de 6,7% en 2016, après 6,3% en 2015. Dans l'ensemble, l'activité a bénéficié d'une bonne tenue du secteur primaire, d'un dynamisme des BTP et d'un maintien des performances au niveau des transports et des communications. Fort de ce constat, le Conseil des ministres entend décider des mesures appropriées visant la consolidation des acquis et l'accélération du rythme de la progression de l'activité économique dans les États membres de l'Union. S'agissant des mécanismes et organes régionaux comme la BCEAO, la BOAD et la Commission, le Conseil entend, entre autres, examiner conformément aux dispositions du traité de l'Union le rapport semestriel d'exécution de la surveillance multilatérale au mois de juin 2017, qui procède d'une part à l'évaluation des performances économiques et financières des États membres de l'Union en 2016 et d'autre part de l'état de la convergence nominale au titre de la même année. Par ailleurs, la Banque centrale communiquera aussi des informations sur la balance des paiements et la position extérieure globale de l'UEMOA au titre de l'année 2015. Elle informera enfin sur l'état d'avancement du projet de promotion des bureaux d'information sur le crédit dans l'UEMOA. L'échelonnement de la dette de la Guinée-Bissau, le programme d'harmonisation des enquêtes sur les conditions de vie des ménages dans l'espace UEMOA et la situation du marché financier régional sont aussi passés au crible. Les conclusions sont attendues dans les prochaines heures. Je vous l'annonçais dans les titres, 3 700 milliards ou plus, c'est l'enveloppe prévue pour le budget de l'année 2018. Annonce faite par le ministre de l'économie et des finances, c'était hier lors d'une session ordinaire unique pour l'occasion. 2 lois ont été votées à l'unanimité par les députés. La loi de règlement ainsi que la loi d'orientation budgétaire, des lois qui renforcent le pouvoir des parlementaires et relatifs au contrôle de l'exécutif. Ibrahim Ndong. 2 lois synonymes d'une avancée démocratique de transparence des finances publiques. La loi de règlement et celle relative au débat d'orientation budgétaire. Pour la deuxième, elle a été adoptée en Conseil des ministres du 14 juin 2017. L'objectif pour le gouvernement est de faire de ce document le référentiel en finances publiques pour la période de 2018 à 2020. Le document d'orientation budgétaire qui vous a été soumis va consolider les bases de la croissance. Nous projetons une croissance de 7% en 2018. Et le Sénégal va être en ligne par rapport aux engagements qui ont été pris en 2014. Il faut noter qu'en 2014, lorsque le président Macky Sall a lancé le plan Sénégal émergent, dans cette assemblée, on avait beaucoup discuté. Beaucoup d'entre nous n'y croyaient pas.
Aujourd'hui, les réalisations dans le cadre du plan sénégalais émergent sont perceptibles dans plusieurs domaines. À cela s'ajoutent de nouveaux programmes d'accélération au profit des couches les plus vulnérables. Je pense au PUDC qui permet de rééquilibrer davantage le pays. Nous pensons au PUMA qui permet de gérer et de mieux administrer nos régions frontalières. Les députés se sont aussi penchés sur un autre projet. Amadouba a donné l'information lors de son passage à l'Assemblée nationale. Ouakam dispose d'une nouvelle maternité, une structure de dernière génération construite et équipée par des partenaires comme les éléments français du Sénégal. L'accouchement sera gratuit pour toutes les femmes. Et puis dans les préparatifs de la campagne pour les législatives, le tirage au sort de l'ordre de passage des listes et coalitions a été fait. Cela concerne le journal de la campagne et la RTS se mobilise pour relever le défi de la couverture. Mais tout d'abord, sachez que le président de la République a présenté cet après-midi ses condoléances à l'ancien président Abdou Diouf. C'est suite au décès de Habib Thiam, grand ami de l'ancien chef de l'État. Très touché par ce geste, Abdou Diouf a marqué toute sa gratitude au président Macky Sall pour les honneurs qu'il a rendus à l'ancien Premier ministre. C'est un reportage de Oumar Ning. Comme toujours, le président Abdou Diouf et madame accueillent le président Macky Sall dans une ambiance cordiale. Mais cette fois, la circonstance est douloureuse. L'ancien président de la République reçoit les condoléances du chef de l'État suite au décès de son ami et ancien Premier ministre Habib Thiam. Le Sénégal tout entier connaît les relations personnelles particulières qui l'ont lié au président Abdou Diouf. J'ai pu échanger avec lui immédiatement. Et il m'a fait savoir qu'il se rendrait au Sénégal très prochainement en compagnie de Mme Elisabeth Diouf pour venir apporter ses condoléances à la famille du disparu Markel Dey. Donc, après la levée du corps, il était dans mon devoir de venir lui présenter personnellement mes condoléances à la suite de la disparition du Premier ministre Habib Thiam, que j'ai connu aussi tardivement, certes, mais pour qui aussi j'ai eu un plus grand respect et une grande considération, et pour qui j'avais de l'estime. Et comme le président Diouf était son meilleur ami, je suis venu lui présenter les condoléances au nom de toute la nation sénégalaise, en mon nom personnel, au nom aussi de mon épouse. Très sensible au geste du président de la République, le président Diouf l'a vivement remercié pour avoir rendu à Habib Thiam tous les honneurs dus à son rang. C'est un très beau geste dans la tradition de notre pays, le Sénégal, dans la tradition aussi des États qui sont fondés sur des valeurs, des vertus, des principes. Et le président Macky Sall incarne au plus haut point ces qualités de générosité, d'intelligence, de respect. Le geste qu'il vient de faire, même au plus haut point, dès qu'il a appris la nouvelle du décès de mon ami Habib Thiam, mon frère et ami, il m'a téléphoné le matin même pour me présenter ses condoléances. Et ce qui est le plus important, c'est qu'il a rendu à Habib Thiam tous les honneurs dus à son rang et même au-delà. Et ça, c'est très important. Vous savez, dans le monde où nous vivons, de plus en plus, la notion de respect disparaît dans certaines zones, même à des niveaux très élevés. Alors, je suis heureux de voir que le président Macky Sall continue à cultiver le respect. Projet de loi, la loi des règlements, une disposition révolutionnaire qui permet aux élus du peuple de pouvoir contrôler l'activité gouvernementale. Bon, pour la première fois dans l'histoire du pays et dans l'UEMOA d'ailleurs, fait adopter en Conseil des ministres le projet de loi de règlement de 2016, ce qui va permettre à la prochaine législature en même temps qu'on va adopter la loi de finances de l'année à venir, on fera quand même la situation et on se penchera sur l'utilisation des ressources. Je pense que c'est extrêmement important de savoir
quelles sont les autorisations que vous nous aviez données et qu'est-ce qui a été fait de ces autorisations. Je pense que cela est extrêmement important. Devant les parlementaires, le ministre de l'économie et des finances est revenu sur les prévisions du budget de 2018. 3 700 milliards au plus, c'est l'enveloppe prévue pour l'année à venir. Après cette tour d'horloge, les 2 projets de loi ont été votés à l'unanimité. Les législatives 2017, le CNRA et la RTS ont fini de procéder au tirage au sort de l'ordre de passage des listes des coalitions dans les journaux de la campagne. 2 minutes sont réservées aux listes chaque jour pour mener une propagande auprès des populations cibles. La RTS se mobilise pour relever le défi de la couverture. Maman Moussania. La diffusion de la première tranche regroupera 24 listes. Elle est prévue de 18h30 à 19h45. La deuxième tranche, elle, va rassembler 23 listes. Elles occuperont l'antenne de 21h à 22h15. Ainsi, pour permettre à toutes les listes de passer sur les 2 tranches horaires de diffusion, il est opéré après tirage un classement par groupe de 8 listes, excepté le dernier composé seulement de 7 listes. Pour la suite des diffusions, il est opéré un glissement par groupe suivant une permutation circulaire dans le sens des aiguilles d'une montre. À l'intérieur d'un même groupe, il est également opéré une rotation par permutation circulaire, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans les services de la RTS, un studio est disponible déjà pour les enregistrements, un panneau neutre en arrière-plan pour l'affichage éventuel dimanche en arrière support papier ou l'exposition de Kakemuno, un mur dimanche en arrière-plan pour la diffusion dimanche support numérique au format MPG4. Le premier enregistrement est prévu le vendredi 7 juillet. Chaque liste dispose de 30 minutes pour parfaire son enregistrement. Sur le terrain, pour respecter l'égalité de traitement, la RTS a mis à la disposition de chaque liste du bloc 1, par exemple, durant les 5 premiers jours, une équipe. Pendant ce temps, le bloc 2 enregistre en studio à Dakar et ailleurs dans le Sénégal, dans les studios des stations régionales de la RTS. Les 5 jours suivants, le bloc 2 bénéficie d'équipes de reportage et le bloc 1 enregistre en studio. Ces élections constituent ainsi pour la RTS un défi à relever. Malgré le nombre de listes, 47 au total, la RTS se dit apte et prête à assurer les reportages et enregistrements partout où le besoin se fera sentir. Au Sénégal, ailleurs dans les autres départements de la diaspora où le vote est prévu. Déjà, les équipes sont en place, le dispositif également pour faire face, comme à l'accoutumée, lors de grands événements. Pour un respect de l'agenda de reportage et d'enregistrement, les plannings de campagne de toutes les listes sont attendus à la RTS avant le 6 juillet. Dans le reste de l'actualité, Ouakam vient de réceptionner une nouvelle maternité. Elle a été construite et équipée par un groupe de partenaires dont les éléments français au Sénégal. Une maternité de dernière génération qui va offrir gratuitement l'accouchement à toutes les femmes. La cérémonie de réception a été présidée par le Premier ministre. C'était en présence des autorités locales et coutumières Youssouf Kaba. Le respect dû à son peuple, le respect dû à sa fonction, le respect dû aux individus, quels qu'ils soient, le respect dû au service de l'État, à ceux qui ont servi l'État et qui l'ont bien servi. En faisant un témoignage sur l'illustre disparu, le président Diouf a marqué au président Macky Sall toute sa gratitude pour l'assistance qu'il a apportée au Premier ministre Habib Thiam. Habib Thiam, c'était vraiment un peu mon grand frère, mais surtout mon ami. Et il a été 2 fois Premier ministre avec moi, 83-84, de 91 à 97. Et il a toujours fait un excellent travail. Et je sais que le président Macky Sall, malgré la lourdeur de ses charges, a pris le temps d'aller la nuit rendre visite à Habib Thiam chez lui. Et c'était très bien, parce qu'à ce moment-là, nous étions tous inquiets. Et ces jours-là, c'est comme si le président Macky Sall avait donné une nouvelle vie au Premier ministre Habib Thiam, parce qu'il était rayonnant, discret. Et le lendemain, il m'a parlé de cet entretien avec beaucoup d'énergie, beaucoup de ferveur. Et voilà, je ne peux encore une fois qu'exprimer ma gratitude en mon nom personnel, au nom de mon épouse,
à Monsieur le Président de la République et Madame Sall pour tout ce qu'ils font pour les Sénégalais, pour le Sénégal, pour l'Afrique et pour le monde, comme je l'ai répété à l'UNESCO récemment. Dans l'entretien qu'ils ont eu, les présidents Macky Sall et Abdou Diouf ont partagé des réflexions sur le Sénégal, l'Afrique et le monde. Comme il est d'usage, le chef de l'État a loué la grande sagesse de son prédécesseur, là où l'ancien chef d'État a apprécié les hautes qualités d'homme d'État du président Macky Sall. Les condoléances du chef de l'État au président Abdou Diouf après la disparition de son ancien Premier ministre Habib Thiam. Le président Macky Sall, qui a également reçu Georges Weah, l'ancienne star du football et candidat à la présidentielle libérienne d'octobre prochain. Il est venu consulter le chef de l'État dans ce cadre. Et Georges Weah s'est dit content de cet entretien avec le chef de l'État qui va dans le sens d'un processus électoral apaisé. Il est au micro d'Omar Nik. C'est un grand plaisir pour être là au Sénégal, à Dakar surtout, et pour faire cette visite honorable, son Excellence, M. Macky Sall. Je suis un candidat et c'est mon responsabilité pour aller voir le chef d'État pour demander le process qui arrive dans 4 mois, en octobre, notre élection. Tout on demande, c'est pour encourager tout le monde pour faire un process très transparent et pour laisser la démocratie pour l'intérêt des hommes chez nous. Et surtout, c'est un grand frère aussi qui j'ai beaucoup de respect et pour le saluer aussi. C'est toujours bien avec lui. Je suis très content. C'est un président qui veut voir l'Afrique qui progresse. Et je crois à partir de là, il faut l'écouter parce qu'il est très important dans la région de CEDEAO. Autant je suis même de CEDEAO et je crois qu'il faut écouter tous nos leaders dans CEDEAO. Et avant le procès, ça commence. Et je suis très content. Le président de la République a reçu le président de la commission de l'UEMOA, Abdallah Bourema, est venu exprimer sa gratitude au président Sall pour sa contribution à son élection. L'occasion a été saisie pour recueillir les avis et orientations du chef de l'État sur l'avenir de l'Union. Abdallah Bourema est toujours au micro de Omar Nying. Mon entretien avec le président de la République a porté principalement sur 3 points. Premièrement, j'ai tenu à venir exprimer à Monsieur le Président de la République, au nom du Collège des commissaires et au mien propre, notre profonde gratitude pour la confiance placée en nous nommant commissaires au titre de nos États respectifs. Nous en sommes honorés et me concernant particulièrement, j'ai tenu à exprimer au chef de l'État ma reconnaissance pour la confiance qu'il a bien voulu partager avec son frère et ami le président Issouf Mahamadou de la République du Niger, qui m'a fait l'honneur de proposer ma candidature au poste de président de la commission, candidature qui a été validée le 10 avril 2017 à Abidjan. Le second point, effectivement, j'ai confirmé au chef de l'État que nous avons prêté serment le 9 mai 2017 devant la Cour de justice de l'Union. Nous avons immédiatement pris fonction. Nous avons expliqué au personnel les objectifs visés par la conférence des chefs d'État et de gouvernement, expliqué également les objectifs de la rationalisation au niveau de l'Union, qui est tout à fait un processus naturel pour une institution qui a 25 ans d'âge. Enfin, le troisième point, en ce début de notre mandat, nous avons souhaité recueillir les conseils avisés et la vision du chef de l'État sur l'avenir de l'Union, sur les grands chantiers de l'Union, sur les objectifs à atteindre au cours de notre mandat. Et je ne vous le cache pas, nous avons été bien servis
au niveau de ces conseils et au niveau de l'orientation, des différentes orientations de l'Union pour le mandat que nous démarrons depuis mai 2017. Parmi les objectifs dont parle le président de la commission de l'UEMOA, il y a l'accélération du rythme de progression économique dans l'espace UEMOA pour plus de perspectives pour les États membres et leur population. C'est l'une des pistes que le Conseil des ministres de l'Union entend explorer dans les jours et mois à venir. Position réaffirmée lors de la deuxième session 2017 tenue ce vendredi à Dakar. Mamadou Samambo. C'est une vingtaine de points au total que le Conseil des ministres de l'UEMOA examine ici à BCEAO siège à Dakar. Deuxième session 2017 qui se tient dans un contexte économique mondial encourageant et l'UEMOA s'illustre par une performance au-dessus de la moyenne internationale. Les perspectives de croissance de l'économie au niveau mondial devrait s'accélérer favorablement en passant de 3,1% en 2016 à 3,5% en 2017.